Pour résumer, effectivement, 3 conseils: écouter ses clients et son marché, bien savoir s'entourer en interne comme en externe, donc que ce soit pour l'équipe, ses investisseurs, ses mentors, et après s'accrocher quand il s'agit d'exécuter et de délivrer ce qu'on cherche à faire. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Palmieri. Il est le cofondateur de Groover. Bonjour Romain. Bonjour. Ce que j'aimerais tout d'abord vous demander, comme à tous les autres invités que nous avons reçus dans ce podcast, c'est de décrire un petit peu votre expérience entrepreneuriale en 9 points. Tout d'abord, les 3 chiffres clés de votre entreprise. Les 3 chiffres clés pour Groover, qui est une plateforme qui aide les artistes à faire connaître leur musique. Je dirais que tout d'abord, c'est le nombre de morceaux qui ont été envoyés sur la plateforme. Aujourd'hui, donc Groover permet à des artistes d'envoyer leur musique à des médias, des labels et des influenceurs de la musique. Donc aujourd'hui, il y a plus de 160 000 envois de morceaux qui ont été effectués sur la plateforme. Ça, c'est un premier chiffre qui est un chiffre symbolique pour nous. Ensuite, on a plus de 15 000 artistes aujourd'hui qui utilisent notre plateforme. Donc ça, c'est un deuxième chiffre qui est extrêmement important. Et enfin, comme nous, on met en relation avec des médias, des labels et des professionnels de l'industrie, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il y a des signatures, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Eh ben oui, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, on a 100 artistes qui ont trouvé leur label grâce à la plateforme. Donc c'est une vraie fierté aussi de montrer que le produit fonctionne et que le produit crée de la valeur directement pour nos utilisateurs, avec notamment des signatures sur des labels comme Kitsune ou Délicieuse Musique, qui sont des labels indépendants français et qui sont quand même des très beaux labels. Quels sont ensuite les 3 conseils que vous aimeriez donner à ceux qui nous écoutent pour bien démarrer leur start-up? Dans l'aventure entrepreneuriale et dans la start-up particulièrement, je dirais qu'il y a 3 choses fortes, enfin 3 conseils que nous on a beaucoup appliqués et qui sont essentiels. Le premier, c'est évident, mais parfois on l'oublie trop souvent, c'est d'être à l'écoute de ses clients et de son marché. Nous, on a vraiment commencé comme ça avec Groover, à être très à l'écoute de nos clients et du marché qui est le nôtre, donc le marché musical. Et un deuxième conseil qui est très important aussi, c'est de bien savoir s'entourer. C'est essentiel de créer son équipe, de s'entourer de mentors de qualité, de professionnels, d'experts, de gens autour de soi qui vont nous donner des conseils, qui vont nous permettre d'éviter des erreurs. Et le dernier élément, c'est de savoir s'accrocher, donc savoir vraiment continuer quand on a des doutes, quand on a des sujets où en fait on a envie d'arrêter, parce que l'entrepreneuriat ça peut être assez intense. Il faut savoir s'accrocher, tenir bon, être déterminé. C'est assez essentiel, tout en ayant cette prise de recul aussi à des moments où il faut savoir analyser, comprendre ses clients, ce qui était le premier point. Donc c'est toujours une tension permanente entre être à l'écoute et exécuter. Et être à l'écoute, ça veut dire aussi parfois remettre les choses en question. Et pour résumer, effectivement, 3 conseils: écouter ses clients et son marché, bien savoir s'entourer en interne comme en externe, donc que ce soit pour l'équipe, ses investisseurs, ses mentors, et après s'accrocher quand il s'agit d'exécuter et de délivrer ce qu'on cherche à faire. Alors, dans le démarrage de votre start-up, de votre entreprise, est-ce qu'il y a 3 compétences que vous avez identifiées et que vous jugez indispensables à la réussite? Plus que des compétences, on va dire, des hard skills ou des compétences techniques, évidemment que c'est bien d'avoir des compétences dans une équipe un peu plus business, des compétences un peu plus techniques, donc de savoir faire un peu de marketing, savoir faire un peu de finance, mais aussi avoir quelqu'un qui est capable de coder, de développer. Mais plus que ces compétences-là, parce qu'au final, tout s'apprend. Et aussi, c'est possible de s'entourer de gens qui savent mieux faire que nous, des compétences précises. Je dirais qu'il y a 3 compétences qui sont pas forcément des hard skills, mais plus des socles qui sont assez essentiels de compétences à avoir quand on lance son projet entrepreneurial. Le premier, c'est d'avoir une mission et une vision claire et ambitieuse de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir pourquoi on lance un projet entrepreneurial et avec quelle ambition long terme on cherche à atteindre un but précis. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va déterminer un peu tout le reste. Le deuxième point et la deuxième compétence qui est pas facile à avoir, mais qui est essentielle aussi, c'est de savoir fédérer et aligner des parties prenantes autour de cette mission. Donc savoir fédérer beaucoup de clients, beaucoup de partenaires, des investisseurs, des potentielles nouvelles recrues, des gens qui vont être des parties prenantes de cette aventure entrepreneuriale. Il faut être capable de les motiver, il faut être capable de leur faire comprendre quelle est la valeur de ce que vous créez, pourquoi, comment et quel rôle ils ont à jouer dans cette valeur-là. Et ça, c'est une capacité de communication qui est, à mon avis, essentielle. Et le dernier point, ça fait un peu écho au conseil de démarrage, mais c'est une compétence, c'est savoir être à l'écoute, c'est se laisser du temps pour apprendre. C'est essentiel d'avoir un peu de temps pour être en contact avec ses utilisateurs en permanence, rencontrer des gens qui ont fait des choses qui peuvent être un apprentissage pour vous, donc des mentors, d'autres entrepreneurs. Donc c'est assez essentiel effectivement de savoir être à l'écoute et d'avoir la compétence de pouvoir actionner tous les apprentissages qui sont issus de cette écoute. Donc je dirais que c'est ça les 3 compétences un peu fortes.
la mission au cœur du projet, fédérer et communiquer cette mission pour fédérer un maximum de personnes de qualité autour du projet et enfin être à l'écoute, se réserver des temps d'écoute et d'apprentissage. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Parlons dans le chapitre 2 de la genèse de votre idée. Comment est-ce qu'est née l'idée de Groover ? Peut-être que vous pourriez nous rappeler tout d'abord un petit peu les caractéristiques de la société, les activités, les partenaires et les différents stakeholders qui l'entourent. Alors du coup, Groover, donc c'est une plateforme qui permet aux artistes de faire connaître leur musique auprès de médias, labels et professionnels de l'industrie. Tout le concept de Groover est conçu en fait sur une solution qui est assez innovante dans la promotion musicale, qui permet en fait d'assurer aux artistes d'être écoutés et d'avoir au moins un retour sur leur musique, mais souvent plus de la visibilité qui en découle. Et en fait, tout le concept de Groover réside sur un système de micro-paiement où les artistes payent seulement des micro-sommes pour contacter des médias, des professionnels, des labels qui sont accessibles sur la plateforme. Ça coûte aujourd'hui 2 € par contact pour un artiste, mais le panier moyen est plutôt autour de 40 € sur le mois, contacter une vingtaine de personnes, une vingtaine d'interlocuteurs. Et en fait, on assure aux artistes qu'ils ont un retour de la part des contacts qu'ils ont contactés dans la semaine, ou alors ils sont recrédités pour contacter de nouvelles personnes. Donc il y a une vraie assurance de résultat. Et de l'autre côté, les médias, les professionnels, les acteurs qui écoutent les morceaux, à chaque fois qu'ils font un retour, gagnent 1 € sur les 2 € qui ont été payés par l'artiste pour le contacter. Donc il y a une vraie assurance de résultat aussi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi c'est important pour les artistes d'avoir un retour ? Excusez la question naïve. C'est pas du tout une question naïve, au contraire, c'est même une question fondamentale, je dirais, dans le sens où en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est à commencer à comprendre quels étaient les problèmes des artistes. Et en fait, un des problèmes majeurs pour les artistes, c'est qu'il y a tellement de nouvelles sorties. Il y a aujourd'hui près de 40 000 nouveaux morceaux qui sortent tous les jours sur Spotify, qu'en fait, il y a 80% de ces morceaux-là qui sont juste jamais écoutés sur les plateformes. Donc en fait, il y a un vrai sentiment d'absence d'écoute pour les artistes, une vraie complexité là-dessus, qui est en fait au cœur de la promotion. C'est difficile de faire connaître sa musique si on n'est pas écouté dès sa première sortie. Donc du coup, nous, on a voulu lutter contre cette frustration et contre cette complexité, contre ce besoin de fond qu'ont les artistes à faire écouter leur musique, parce que justement, il y a tellement de volume et tellement de contenu que les professionnels de la musique sont submergés et ont moins le temps de répondre. Et en fait, tout le concept de Groover vient résoudre ce problème-là en assurant une réponse, en assurant de part et d'autre que tout le monde s'y retrouve, en faisant gagner du temps et un peu d'argent aux médias et aux professionnels, et en simplifiant et en assurant aux artistes une écoute positive et qui va créer de la valeur après. Comment vous est venue l'idée de Groover ? L'idée nous est venue tout d'abord parce qu'on vient de cet écosystème-là. Il y a une sorte de motif un peu récurrent qui revient souvent dans les expériences entrepreneuriales, c'est quand les entrepreneurs sont leurs premiers clients. Bah pour nous, c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'on était nos premiers clients, dans le sens où Jonas et moi, donc un de mes associés, Jonas, lui avait un groupe de musique et moi aussi un groupe de musique, donc on connaissait tous les expériences qu'on a quand on est un artiste pour promouvoir sa musique. Dorian, un autre de mes associés, avait un média de mise en avant d'artistes, donc il connaissait un peu l'autre versant, recevoir plein de sollicitations, devoir répondre aux artistes, le temps que ça prend, etc. Donc du coup, on avait une bonne compréhension de quels étaient les enjeux et les complexités. Donc on s'est vraiment concentré sur le problème. Et en fait, on s'est retrouvés tous les quatre, donc avec Raphaël aussi, un autre de mes associés, aux États-Unis, à Berkeley, en fin d'études. Nous, on venait plutôt d'école de commerce et d'ingénieurs auparavant. Et on a fait un programme entrepreneurial à Berkeley, donc en Californie, avec vraiment l'idée de mettre en application ce qu'on savait et ce qu'on avait comme intuition et de le vérifier. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à tester des choses, à apprendre et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un constat de fond qui est en fait qu'il y a aujourd'hui un problème de très très fort sur la promotion d'artistes et qu'on avait envie de résoudre. Donc ça nous fait une excellente transition pour le chapitre 3, la validation de l'idée. Comment est-ce que vous avez fait justement pour tester votre idée avant le lancement et vous assurer qu'elle répondait à un besoin qui allait au-delà du vôtre ? Complètement. C'était vraiment l'enjeu de démarrage, c'est-à-dire qu'on a commencé par ça. On s'est dit, bon, nous, on a ce problème-là, on a l'impression que nos amis qui connaissent un peu la musique ont aussi ce problème-là, on sent qu'il y a quelque chose. Mais maintenant, comment est-ce qu'on le vérifie, comment est-ce qu'on le valide? C'est exactement ça. Donc, on a vraiment appliqué, on a été assez théorique en réalité, c'est-à-dire qu'on a vraiment appliqué à cette intuition et à ce gut feeling qu'on pouvait avoir en tant qu'entrepreneur, vraiment la méthode du Lean Startup, donc vraiment la méthode d'Eric Ries là-dessus, et de voir comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose qui validait cette idée. Donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a appelé 200 artistes au total, tous les quatre. Donc, vraiment, sur un mois, en septembre, on a commencé par ça. Le premier mois de l'existence de Groover, on s'est dit, on appelle 200 artistes et clients potentiels en France et aux États-Unis à peu près. Et là, en fait, on s'est rendu compte que le problème qu'on identifiait, qui est le problème de l'écoute, qui est le problème de se faire connaître, c'était vraiment le problème central pour beaucoup d'artistes. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, il y a vraiment un manquement. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on a créé en fait cette jonction entre nos expériences personnelles et notre connaissance de marché,
avec tous les retours utilisateurs qu'on avait. Et du coup, on s'est dit bon, là, lançons vite et apprenons vite. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé donc un premier MVP, donc un premier minimum viable product, un premier test. Et ce premier test-là, c'était vraiment très sommaire, comme quoi, même sans compétences techniques très profondes ou sans des grosses compétences de développement informatique, on peut faire quelque chose qui permet de tester et vérifier. C'est qu'on a fait des Google Forms, donc des formulaires Google, qu'on avait automatisés. Donc Jonas avait fait un peu de Google Script qui permettait justement d'automatiser la manière dont sont extraits les données et sont fait les relances et créer des formulaires automatiques aussi pour des nouveaux utilisateurs. Et on a commencé à faire nos premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires avec ces formulaires Google, où on s'est dit bon là c'est dingue, en fait les artistes aiment bien le concept, aiment bien la vision derrière le produit. Et même si le produit n'existe pas encore, la vision elle est là, et ça c'est quelque chose qu'on pourra actionner ensuite. Si je résume, vous avez fait une étude de marché, on va dire presque en live, d'abord en appelant, ensuite en lançant un produit minimum pour voir s'il y avait de l'attraction sur le marché. Est-ce que dans cette phase de prototypage, on peut l'appeler comme ça, vous avez été amené à améliorer la plateforme Groover, ou en tout cas à recevoir des feedbacks, des retours des prospects qui ont induit des changements? Complètement. Alors c'était un élément important, c'est que on a commencé sur plein de choses. C'est qu'en fait, au début, c'est assez, quand on a cette approche un peu test and learn, c'est assez ingénieur dans la manière dont on apprend, on avance. Effectivement, cette approche produit-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé parfois des choses, donc on a mis des hypothèses et on a essayé de vérifier si elles étaient bonnes et elles étaient valides. Et notamment, une de nos hypothèses, par exemple, c'était le prix, 2 € par contact. Donc ça peut paraître complètement arbitraire. Et c'est pas juste qu'une impression, ça l'est au début. Donc au début, on dit 2 € par contact, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins. Au début, on était sur 1 €, on a changé, on a appris. C'est en fait pendant cette période de test et de MVP, avant qu'on engage vraiment des frais de développement et qu'on lance un vrai produit qui va vraiment être beaucoup plus engageant aussi après en termes de rapidité d'exécution. Au début, on se concentre vraiment sur effectivement créer quelque chose qui nous permet de tester un maximum de choses. Un exemple, mais qui est un exemple assez fondamental, c'était notre pricing. Au début, on a fait 1 €. On a monté à 2 €, on a testé comme ça, puis ensuite on s'est stabilisé là-dessus. Mais il y a plein d'autres choses qu'on a appris grâce à ces Google Forms et à ce MVP, qui étaient en fait notamment comment est-ce que les influenceurs pouvaient faire des réponses, quels mots, dans quelle durée. Par exemple, au début on disait 48 heures, puis ensuite après on a dit 1 semaine, puis on a beaucoup appris plein de choses sur aussi la manière, plus les enjeux opérationnels derrière le concept et l'idée. Et ça c'est un bon moyen au début de lancer un test et un MVP, parce que ça permet d'affiner les curseurs et de les positionner au bon endroit le moment où vous voulez lancer le premier produit un peu plus solide, un peu plus technique. Parlons maintenant justement du lancement, on va dire, officiel, une fois que les Google Forms ont été passés. Et donc, c'est le chapitre 4 de ce podcast qu'on appelle le démarrage. Comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients au-delà du MVP? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette phase de démarrage, et quels ont été les signaux que vous avez relevés qui prouvaient que le marché réagissait positivement? Au niveau des signaux et du lancement, nous, on a lancé Groover. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré des États-Unis pour lancer l'entreprise en France, même si on a toujours pas mal de clients un peu ailleurs et notamment aux États-Unis. En fait, on a lancé en février 2018, on a créé la société et on a lancé le produit, une première version test du produit. Donc, encore une fois, même si on avait déjà testé, le premier lancement était quand même un lancement test en octobre 2018. Donc, après avoir fait pas mal d'itérations sur la version technique, en octobre 2018, à un festival de musique qui s'appelait le MAMA, qui est un festival dans le centre de Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir en fait les premiers signaux et à constater le démarrage. Comment est-ce qu'on a trouvé nos premiers clients? Au tout début, c'était beaucoup au réseau, nos proches, les proches de nos proches, plein de gens qui en fait contactaient par exemple mon associé sur son média, ou des gens que nous on connaissait via nos expériences en tant que musiciens. Ça, au début, ça a permis d'allumer un peu la mèche au démarrage. Et après, derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis très vite en place des méthodes d'acquisition, de contact, de marketing pour faire connaître Groover. Et notamment, ce lancement au MAMA était un peu le point d'ancrage parce que les deux signaux qui ont permis en fait de voir que le marché réagissait positivement, il y avait un premier signal qui était un signal métrique, un signal quantitatif, qui était de voir qu'en fait le nombre de clients augmentait de manière organique sans qu'on investisse sur le marketing payant, sur des ads ou sur du marketing Google ou Facebook. Et en fait, on voyait aussi de point de vue qualitatif que les retours quand on était à des événements, et notamment, j'en mentionnais un qui était le MAMA, qui a été un peu un point fédérateur, un point d'ancrage pour nous, que les retours qu'on avait des utilisateurs, que ce soit des professionnels ou des artistes, des deux côtés, étaient extrêmement encourageants, extrêmement positifs, extrêmement bienveillants. Et ces retours-là, qualitatifs, au moment où c'est un peu difficile de rentrer trop dans les métriques ou d'avoir trop d'informations, c'est ce qui acte en fait vraiment le lancement et la confiance qu'on a en tant qu'entrepreneur pour se dire là, il faut y aller et on est vraiment sur quelque chose. Donc ça a été un peu ces
des signaux un peu qualitatifs et quantitatifs qui ont permis d'acter un peu le lancement. Et après, derrière, on a commencé à grossir de mois en mois. Et c'est là où maintenant, on commence à passer un peu à d'autres étapes, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dont vous vous souvenez dans cette phase de démarrage? Ce qui est difficile dans cette phase de démarrage, c'est un peu de tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, ce qui est vrai, et c'est un peu la complexité qu'ont beaucoup de marketplaces, c'est-à-dire que quand il y a deux populations d'utilisateurs, pour nous, les artistes qui envoient leur musique et les professionnels et les médias qui écoutent cette musique, on a besoin de toujours acquérir deux types de populations en même temps. Parce qu'en fait, on a besoin de l'un pour l'autre et de l'autre pour l'un. Donc en fait, on est toujours obligé de contacter l'un et l'autre et en même temps. Et ça, avec tous les sujets qu'on a aussi en tant qu'entrepreneur, qui est la recherche de financement, trouver des gens pour rejoindre l'aventure, construire le produit, tous les sujets techniques, les complexités techniques. Donc en fait, cette étape-là, elle est toujours compliquée. Cette étape un peu du passage de 0 à 1, parce que c'est l'étape où en fait on a un besoin de tout faire en même temps avec une complexité où souvent dans les cas de marketplace, et ça a été notre cas, il faut acquérir deux types de populations différentes avec des méthodes d'acquisition qui sont en général un peu différentes. Nous, on a été, ça a été un peu le point le plus complexe, mais mine de rien, il y a quand même des synergies positives et on a réussi à actionner ça au mieux. Je vous propose maintenant de passer au chapitre 5, qui est le décollage. C'est un peu la phase dans laquelle se trouve Groover actuellement. Qu'est-ce que vous avez fait pour passer à la vitesse supérieure et en particulier, comment avez-vous géré les aspects humains et financiers? Alors effectivement, donc cette deuxième étape de décollage, elle est extrêmement importante parce que et elle se matérialise sous plein de formes. Mais effectivement, les aspects financiers et humains en sont deux composantes absolument essentielles parce qu'en fait, on passe d'un stade où on devait construire un produit à un stade où on doit construire une entreprise. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes métiers en fait. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Donc nous, après avoir lancé notre produit et après avoir commencé à avoir des premiers signes de traction, donc dépasser des premiers milliers, des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, on a commencé à se dire bon, là il y a vraiment quelque chose sur notre produit. Est-ce qu'on créerait pas une entreprise autour de ce produit-là? Donc à recruter des gens et à financer la société de manière très long terme pour justement créer un acteur central du secteur, qui était notre vision depuis le départ, de créer un acteur central des services aux artistes. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on a fait un premier tour de financement, une première levée de fonds. On a levé 1,3 million d'euros en juin 2019 avec des fonds d'investissement privés et avec des mentors et des business angels qui sont de la musique, de la tech et des médias. Et en fait, ce qui est essentiel dans cette période-là, c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes, les bons partenaires qui vont pouvoir soutenir le projet sur le long terme et qui vont pouvoir en fait arriver pour dynamiser le projet et faire en sorte qu'on fasse les bons choix au bon moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces sujets de recrutement, de gestion, d'encadrement de la manière dont les enjeux, les aspects en fait financiers et humains sont alloués et gérés, ça représente effectivement 30 à 50% de mon temps, ce qui est bien évidemment pas le cas quand on est 4 avec des Google Forms au tout début d'un projet, quoi. Je lisais dans la description que faisait de vous le magazine Challenge en 2019, qu'il y avait toute une partie algorithmique qui était prévue pour faire le matching entre les artistes et les labels. D'abord, la question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que vous en êtes du développement de ces algorithmes? Et puis la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on arrive à attirer des talents? C'est une question que je pose à beaucoup de startups avec lesquelles on fait ce podcast. Et comme vous êtes un petit peu en dehors du cercle ou du secteur de l'IT à proprement parler, je pense que c'est aussi une question qui est tout à fait pertinente. Complètement. C'est une question qui est essentielle et qui est un vrai gros enjeu stratégique pour beaucoup de startups d'attirer des talents. Donc, pour répondre à la première question, donc sur les avancées, effectivement, donc un des gros cœurs stratégiques qu'on avait depuis le départ avec Groover, ces algorithmes de matching et de détection de talents. Parce qu'en fait, grâce à Groover, on a plein de données sur comment est-ce que les artistes envoient leur musique, à qui, comment, quel retour ils ont. Et cette donnée-là, elle est très précieuse. Et du coup, Jonas, un de mes associés, qui lui est ingénieur, qui a fait Polytechnique et qui est doctorant, il bosse depuis le démarrage de Groover. Il travaille en fait à construire des algorithmes très forts et très puissants qui permettent d'aiguiller les artistes au mieux vers les bonnes personnes. Donc là, on est en phase de mise en production de ces algorithmes. Donc on est vraiment dans une étape où on avance bien. On a recruté quelqu'un qui travaille aussi avec Jonas maintenant sur ces enjeux de data science, qui s'appelle Santiago, qui bosse beaucoup sur justement la manière dont les algorithmes sont faits. Donc c'est quelque chose qui est un cœur du projet de Groover parce que aujourd'hui, comme on fait interagir une population d'artistes avec une population de médias, avoir une adéquation dans la rencontre entre les deux est extrêmement important. Et effectivement, même si on n'a pas forcément une composante tech au départ, qu'au début on a beaucoup fait les choses très vite et sans forcément un support technique très profond ou très approfondi, mais aujourd'hui ça devient quelque chose qui est au cœur de notre stratégie, d'investir sur la tech, d'investir sur le développement technique et sur les perspectives data qui sont associées. Et donc, du coup, dans la perspective de la deuxième partie de votre question, comment est-ce qu'on attire les talents là-dessus? C'est un enjeu qui est
extrêmement important pour nous. On y consacre beaucoup de temps. Moi, à titre personnel, j'y consacre énormément de temps sur aller chercher des talents, essayer de les convaincre. Le recrutement, c'est essentiel à notre stade de développement parce que c'est la base qui va faire le développement de l'équipe et du projet sur le long terme. On travaille beaucoup avec cabinet, on essaie de travailler notre marque employeur. Nous, on est sur un sujet qui est en plus de ça très enthousiasmant parce qu'on parle de musique, donc il y a une composante passionnelle qui est très forte dans les valeurs de Groover et qui fait que du coup beaucoup d'ingénieurs peuvent être intéressés par le projet. Et c'est effectivement quelque chose qu'on cherche. On a aujourd'hui une équipe technique donc qui est composée de personnes sur la data et de 3 personnes sur le développement informatique. Maintenant, passons au dernier chapitre de ce podcast, le futur. Donc, vous l'avez dit, des développements informatiques sont en cours et en voie de mise en production. À quoi va ressembler le futur de Groover si on se retrouve dans quelques années, si on refait un podcast ensemble? Quels vont être, par exemple, les chiffres? Sur quel marché géographique serez-vous implanté? À quoi ça va ressembler? Effectivement, c'est la question un peu plus importante, c'est-à-dire où on va avec tous les apprentissages qu'on a fait. Nous, notre ambition, c'est d'être un acteur central des services aux artistes en Europe et en Amérique du Nord. Notre mission, et c'est ce qui nous anime un peu depuis le départ, c'est de donner le pouvoir aux artistes de faire connaître leur musique et devenir un accélérateur pour leur succès, à la fois efficace, bienveillant et transparent. Ça, c'est vraiment ce vers quoi on se dirige, c'est devenir un acteur central des services aux artistes et notamment notre fer de lance, la promotion. C'est de dire qu'aujourd'hui, les artistes et le réflexe Groover pour promouvoir leur musique, c'est essentiel pour nous. Qu'un artiste, quand il envoie sa musique à des médias ou des professionnels, il passe par Groover parce qu'il se dit que c'est le meilleur moyen pour faire connaître et allumer la mèche pour son projet au début, sachant que c'est extrêmement difficile et que avec autant de nouveaux morceaux qui sortent, c'est difficile de sortir du lot. Effectivement, ça c'est la vision qu'on a de manière plus globale. Et après, plus concrètement, quelles sont un peu les briques et quels sont un peu les chapitres clés qu'on cherche à avoir d'ici l'accomplissement de cette vision ou pour atteindre cette vision plus exactement. Un des premiers points qui est super important, c'est le déploiement de notre croissance. Ça passe beaucoup par travailler le produit et l'adhérence exacte entre notre produit et ce que recherchent les artistes. On a beaucoup parlé du produit, comment au tout début on l'a testé, mais on est toujours en phase d'exploration et d'affiner la manière dont le produit est conçu et comment est-ce qu'il se traduit en termes de valeur pour les artistes. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On parlait des algorithmes de matching, on parlait des systèmes de recommandation. Tout ça, c'est des choses qui vont inonder le produit et qui est une brique essentielle pour nous. Un deuxième point qui est important, c'est l'extension de Groover et comment est-ce qu'on se déploie dans de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on a 40% de nos utilisateurs qui viennent de l'étranger. Que ça va être des États-Unis, du UK, de l'Allemagne, de la Scandinavie. Ces artistes-là, on cherche à faire en sorte qu'ils soient de plus en plus nombreux et à créer vraiment un hub promotionnel international où on n'est pas juste une entreprise française, mais au contraire déjà internationalisée en Europe et en Amérique du Nord. Et là, on a déjà initié, on a de plus en plus d'utilisateurs au Canada, on a plus d'utilisateurs aux États-Unis, donc c'est très encourageant dans ce sens-là. Et à terme, une des perspectives d'extension et de déploiement de Groover vers cette vision d'être acteur central des services aux artistes, c'est diversifier vers de nouvelles activités. On a plein d'idées en tête, on a plein de choses en tête. Pour l'instant, on se positionne pas de manière ouverte sur un sujet par un autre, mais on a des belles idées et des belles initiatives qu'on souhaiterait mener sur comment est-ce qu'on peut accompagner les artistes un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut offrir de nouveaux services et diversifier l'offre Groover de la simple promotion ou du simple produit tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce que vous vous lanceriez ou est-ce que vous risqueriez à donner quelques chiffres de ce que sera l'entreprise dans 5 ans, par exemple en termes de chiffre d'affaires, de croissance ou de nombre d'employés? C'est difficile de donner des chiffres précis sur ce qu'il y aura dans 5 ans exactement, le chiffre d'affaires ou la croissance ou le nombre d'employés, mais plus précisément sur le nombre de clients et sur les marchés à atteindre, effectivement. Donc sur les marchés à atteindre, nous on aimerait bien être présent dans au moins une quinzaine, vingtaine de pays en Europe et en Amérique du Nord. Ça, c'est vraiment un chiffre qui est important pour nous et de pouvoir multiplier de manière conséquente notre base de clients. Et un chiffre un peu clé à terme, ce serait de dire on est 1 million d'artistes inscrits sur la plateforme, ce serait un bel objectif. C'est quelque chose vers lequel on souhaite tendre. Et aujourd'hui, on en a 15 000, donc ça suppose beaucoup de croissance et beaucoup de développement. Eh bien, c'est sur ces perspectives enthousiasmantes que nous allons clôturer ce podcast. Je vous rappelle que vous êtes Romain Palmieri, le cofondateur de Groover, une plateforme qui met en relation les artistes avec les labels qui peuvent les diffuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.